Dans le grand débat aujourd'hui, la situation à l'est de la République démocratique du Congo, avec cette question: à quoi serviront les négociations entre le pouvoir de Kinshasa et les rebelles du M23? En invitant les représentants du M23 à la table des négociations, les médiateurs rwandais et ougandais, avec l'assentiment du régime de Kinshasa, ont de fait légitimé le mouvement rebelle. À quoi serviront ces négociations entre le pouvoir congolais et les rebelles au cœur de la crise? Les intérêts conjugués du Rwanda et de l'Ouganda, de même que ceux de certaines grandes puissances occidentales, États-Unis en tête, mais aussi du Canada, acteur discret mais fortement impliqué dans ce conflit, selon une enquête de Patrick Mbeko, auteur de, je cite, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. C'est l'ouvrage de Patrick Mbeko que nous recevrons dans cette édition du Grand Débat. Débatteur polémiste invité, Lucien Pambou, professeur d'économie, conseiller municipal, éditorialiste à Africa 24. Lucien, bonsoir. Bonsoir Francis et bonsoir à nos auditeurs. Et l'émission réalisée par Jérémy Dibiz Boucher. Sur Africa numéro 1. À peine commencé, les négociations engagées à Kampala, en Ouganda, pour résoudre la crise congolaise se trouvent déjà dans l'impasse. Les représentants du mouvement rebelle M23 s'étant retirés de la table des discussions. Il faut dire que cette rencontre organisée dans la précipitation, en échange du retrait des rebelles de la ville de Goma, était placée sous le signe du doute. Quel crédit accorder aux médiateurs rwandais et ougandais, accusés par ailleurs de soutenir le M23 contre le régime de Kinshasa? Toujours est-il, le président Joseph Kabila se dit prêt au dialogue, tandis que l'opposition civile congolaise préfère se tenir à l'écart. Alors que la situation humanitaire à l'est de la RDC demeure alarmante, que peut-on attendre de la rencontre de Kampala? Et au-delà des négociations, comment résoudre la question de l'exploitation illégale des ressources minières, source de toutes les tragédies dans cette partie de l'Afrique depuis plus de 15 ans? Nous en parlons avec plusieurs invités. Honoré Mbanda, qui est président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, la PARECO. Honoré Mbanda, bonsoir. Mbanda. Bonsoir, merci Francis. Merci d'être avec nous. Patrick Mbeko, qui est avec nous ici en studio, auteur de Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé, paru chez Le Nègre, éditeur. Patrick Mbeko, bonsoir. Bonsoir, monsieur Francis. Merci d'être avec nous. Et au téléphone avec nous depuis Kigali, au Rwanda, Albert Rudat Simburwa, qui est directeur de la radio Contact FM. Bonsoir. Vous êtes avec nous? Bonsoir. Merci d'être avec nous en tout cas. Absolument, vous m'entendez? On vous entend très bien, le son est parfait, tout va très bien. Alors je m'adresse d'abord à Honoré Mbanda. Honoré Mbanda, alors il faut rappeler que on le dit pas assez, mais vous avez été conseiller spécial du maréchal Mobutu, chargé de la sécurité. Et voilà, ça on oublie de le dire dans votre parcours politique. Et pourtant vous êtes tout près de nous, vous êtes en France vous, alors que monsieur Rudat Simburwa, lui il est à Kigali, on l'entend beaucoup mieux que vous. Alors je vous propose de raccrocher et on va vous rappeler dans quelques instants. Alors je m'adresse cette fois-ci donc à monsieur Albert Rudat Simburwa qui est avec nous depuis le Rwanda. Dites-moi, chers confrères, les négociations ont lieu, comme je le disais, sous l'égide des présidents rwandais et ougandais. Ceux-là, est-ce qu'ils sont les mieux placés aujourd'hui pour mener les négociations alors qu'ils sont soupçonnés de soutenir la rébellion du M23? Je crois qu'il faudrait ce que vous venez de dire, parce que évidemment la dernière réunion et ces négociations ont été surtout poussées par les deux présidents, mais c'est dans un cadre qui est quand même beaucoup plus large que l'Ouganda et le Rwanda. Oui, c'est quand même la conférence internationale des Grands Lacs. Oui, mais enfin, c'est entériné aussi par l'Union africaine. Les présidents rwandais et ougandais sont médiateurs de la crise. De fait. Non. Enfin, pour l'instant, c'est le chairman donc de la conférence et c'est l'Ouganda. Donc c'est l'Ouganda qui est le pas le Rwanda. D'accord. Le Rwanda a participé à arriver à ce résultat, mais le médiateur c'est l'Ouganda. C'est pour ça que ça se passe à Kampala. Cela dit, vous reconnaissez l'implication quand même, je dirais, dans cette table ronde, en fait, dans cette rencontre du Rwanda et de l'Ouganda, au moins formellement. L'implication, elle a été surtout dit par d'autres. N'oublions pas que l'Ouganda et le Rwanda ont continué à nier. Mais ceci dit, il y a eu une rencontre des trois présidents, entre le président Kabila, Museveni et Kagame. C'est eux qui sont arrivés à arriver à cette négociation-ci après que Goma avait été prise. Donc c'était quelque chose d'accepté déjà par le Congo. Donc en soi, il n'y a pas vraiment de problème. Dites-moi alors, vous qui observez donc cette affaire depuis cette région, est-ce que en mettant en place ce protocole de négociation,
le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi le pouvoir de Kinshasa, ont légitimé de fait cette rébellion du M23, ou pas? Mais il y a des belligérants. Il faut quand même qu'on rappelle que la crise a commencé après des élections qui se sont assez mal passées, puisque les gens n'avaient pas tout à fait accepté le président Kabila et qu'on a demandé à Kabila pour le pouvoir le réhabiliter qu'il apporte la tête du général Ntaganda. Bon, avec ça, créer une guerre, une crise. Ça a commencé au mois de mai de cette année-ci, et après, ce n'est qu'après cela que le M23 est né. Donc, nous sommes retrouvés dans un terrain où il y a deux belligérants, il y a le M23 et il y a le gouvernement de Kinshasa. Si on veut arrêter une crise, il faut quand même que les belligérants causent, ou bien il faudrait que l'un gagne sur l'autre, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, je ne vois pas comment on pourrait faire différemment, si ce n'est que amener les deux à une table de négociation. Très bien, Albert, restez avec nous. Alors, c'est vrai on s'était étonné aussi, hein, il y a quelques jours, au moment où le M23 prenait la ville de Goma, on s'était étonné de ce propos du président ougandais qui considérait légitimes les revendications du M23. On s'était étonné qu'un pays étranger, hein, comme l'Ouganda par exemple, avec l'ombre portée du Rwanda, puisse juger de la légitimité ou non des revendications d'un mouvement rebelle dans un pays voisin. Enfin, on en parle dans quelques instants. On marque une pause pour la publicité. Restez avec nous. À tout de suite. La situation à l'est de la République démocratique du Congo. Nous en parlons avec nos invités. Honoré Nganda, président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. C'est l'APARECO. Nous en parlons également avec Patrick Mbeko, auteur d'un ouvrage tout à fait intéressant. On a parlé tout à l'heure, hein, il s'agit de l'implication du Canada dans cette tragédie que connaît le Congo depuis plus d'une quinzaine d'années maintenant. Le titre de cet ouvrage, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Un ouvrage paru chez Le Nègre éditeur. Et au téléphone avec nous depuis Kigali, Albert Roudat Simbourrois, qui est directeur de la radio Contact FM à Kigali, notre débatteur polémiste du jour, Lucien Pambou. Honoré Nganda, vous êtes revenu à nous? Oui, je suis là. Voilà. Donc, je vous posais la question, c'était juste un rappel pour que les auditeurs situent bien, je dirais, votre profil, en quelque sorte, en tout cas, votre parcours. Vous avez été donc ministre de la Défense, hein, sous le maréchal Mobutu, enfin, sous le régime du maréchal Mobutu, ancien chef du renseignement également, et conseiller spécial chargé de la sécurité. Et on me dit qu'on n'avait pas laissé que de bons souvenirs au Congo, quoi. Au Zaïre à l'époque. De ce que le peuple congolais souffre maintenant, mon cher Francis. Oui. C'est de ça que nous sommes venus parler maintenant. Ne perdons pas le temps avec mon passé. Mon passé ne fait pas souffrir les Congolais aujourd'hui. D'accord, très bien. C'était quand même bon de le rappeler. Alors, dites-moi pourquoi votre mouvement, l'APARECO, rejette ces négociations de Kampala? Ben, vous venez de dire, de rappeler que j'ai été le conseiller spécial du président Mobutu. J'aimerais simplement vous dire que aujourd'hui, si nous rejetons totalement tout ce qui se passe à Kampala, c'est parce que, si vous permettez bien, les gens veulent oublier l'origine des problèmes. En 1997, le Congo, le Zaïre a été attaqué. Qui étaient les auteurs de l'agression du Zaïre en 1997? Parce qu'on retrouve les mêmes acteurs aujourd'hui. Les principaux acteurs, c'était Kagame, c'était Museveni, et si je le dis, ce n'est pas simplement moi qui l'invente dans le documentaire. Oui, c'était aussi la troupe de Laurent Désiré Kabila, quand même soutenue effectivement par le Rwanda et l'Ouganda, quand même. Laissez-moi vous expliquer, Francis. Vous m'avez posé une question, laissez-moi le temps de vous donner mon point de vue. Oui, donnez-moi votre point de vue sur les négociations à Kampala actuellement, parce que si vous convoquez l'histoire, on en a pour 2 heures. Les négociations de Kampala, on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas les origines les acteurs qui sont là. Je compte sur votre concision, mon cher Honoré Nganda. Qui se présentent comme des médiateurs, ce sont les mêmes agresseurs de 1997, de 1998, de 2009 et de 2012. Très bien. Si vous ne comprenez pas cela et si vous ne voulez pas qu'on rappelle cela, le peuple congolais et le monde ne saura jamais la vérité. Honoré Nganda, je vous rassure qu'on l'a rappelé, je sais pas combien de fois dans cette émission depuis des mois et des mois, donc ce n'est pas pour nous, c'est pas un scoop, quoi. Mais c'était bon. Ce n'est pas un scoop, voilà. Mais c'est une réalité, c'est que les deux présidents qui ont été les agresseurs en 1997, qui ont été les agresseurs en 1998 et qui ont été les agresseurs en 2009. Parce qu'aujourd'hui, dans votre vocabulaire, quand vous parlez de rébellion. Il n'y a pas de rébellion. Il n'y a jamais eu de rébellion. Il n'y a pas eu de rébellion au Congo. Le CNDP, en 2008,
en 1980, le RCD, c'était la création du Rwanda. En 1998 et en 2009, le CNDP, dont le M23 aujourd'hui se réclame, n'est-ce pas, la continuité, ça a été la création. Quand on parle de rébellion, ça veut dire que ce sont les enfants du même pays qui se sont levés contre leur pays. D'accord. Or, la situation que nous avons actuellement, ce sont les dirigeants du Rwanda qui ont conçu et organisé tout ce qui se passe chez nous en instrumentalisant, et c'est là la responsabilité de quelques Congolais, en instrumentalisant les Congolais. D'accord. Donc, j'ai rencontré Madame Suzanne Rice en Afrique du Sud en 1997, devant le président Thabo Mbeki, il représentait le Rwanda, il a parlé au nom du Rwanda, de l'Ouganda et de Laurent Désiré Kabila. Très bien. Aujourd'hui, c'est cette même dame qui se trouve aujourd'hui à l'ONU et qui est en train, n'est-ce pas, de travailler. Le New York Times vient de publier des révélations, mais ce ne sont pas des révélations pour nous, pour dire que c'est cette dame qui est en train de bloquer, et il a tenté de bloquer le rapport des experts de l'ONU qui accusent clairement le Rwanda. Il a même essayé les termes de rapport pour éviter que le Rwanda trouve des sanctions. Oui. Alors, mon cher Francis, si nous ne tenons pas en compte tous ces éléments, et on continue à dire que celui qui agresse le Zaïre, qui agresse les Congolais, invite aujourd'hui les Congolais à aller sur son territoire pour jouer maintenant au médiateur, ce sont les mêmes pyromanes qui sont des pompiers. Absolument, on l'a compris. La démonstration est très claire. Je me tourne vers Albert Rudatsimbourwa qui est avec nous au téléphone depuis Kigali. Votre réaction à ce que vient de dire Honoré Nganda? Peut-être que vous avez oublié de rajouter quelque chose à son crédit sur sa longue carrière aussi. C'est qu'il est aussi l'organisateur des combattants congolais qui font toutes les casses possibles et imaginables, toutes les manifestations aussi. Il faut rajouter ça, comme ça on cadre le personnage. Bon, mais revenons à l'histoire, c'est que il oublie aussi de dire que déjà en 90, le Congo le Zaïre de l'époque avait envoyé des troupes des phases pour aller combattre les FPR et qui sont d'ailleurs retournés en pillant et en violant jusqu'à Goma parce qu'ils avaient été défaits, et qu'en 94 ils ont accepté, ils ont accueilli les génocidaires qui fuyaient l'avancée des troupes du FPR, et que pendant 2 ans, en fait, c'est en 96 que la FDL a commencé, mais pendant 2 ans ils ont semé aussi la panique déjà dans le Kivu. C'était déjà, ils ont introduit, je dirais, le cancer, le fruit qui allait apporter tous ces problèmes à la nation congolaise. Albert, en fait, la question c'est de savoir, parce que Honoré Nganda disait que il est difficile de concevoir que les pyromanes deviennent des pompiers. Donc, je voulais surtout que vous réagissiez sur l'implication du Rwanda dans ce qui se produit aujourd'hui dans l'est du Congo, une implication qui a quand même été relevée dans plusieurs rapports. On se demande d'ailleurs pourquoi il n'y a pas une condamnation ferme et officielle de la part de l'ONU du Rwanda, puisque aujourd'hui, manifestement, d'après les rapports nombreux, multiples en tout cas, le Rwanda a apporté son soutien, notamment aux rebelles du M23. Mais restez avec nous, Albert, je vous donnerai la parole prioritairement juste après cette page de publicité. À tout de suite. À quoi serviront les négociations entre le pouvoir de Kinshasa et les rebelles du M23? Nous en parlons avec nos invités Honoré Nganda, Patrick Mbeko et Albert Rudatsimbourwa, qui est avec nous depuis Kigali au téléphone, et notre débatteur polémiste, Lucien Pambou. Alors, Albert, répondez rapidement à la question. Ensuite, on va écouter Patrick Mbeko, qui a été jusque-là plutôt silencieux, qui a écouté tout le monde et qui va apporter donc sa contribution. Et nous écouterons également le commentaire de Lucien Pambou. Albert, l'implication de votre pays, le Rwanda, dans la situation aujourd'hui en RDC, enfin aujourd'hui, ça remonte à quelques années, aujourd'hui on parle du M23, mais ce n'est pas la première fois que le Rwanda est montré du doigt. Je reviens à ce que vous avez dit plusieurs rapports, je n'en connais qu'un, c'est celui-là du groupe d'experts. Deux, ça fait plusieurs. Il a été fuité dans la presse plusieurs fois, plusieurs passages, etc. Donc il n'y en a qu'un. Ce même rapport
s'il valait quelque chose, pourquoi le rapporteur aurait perdu son job? Maintenant, il n'est plus le rapporteur. On a déjà une autre équipe, ce qui donne une valeur un peu diminuée à ce rapport. Vous pensez qu'en fait, vous pensez qu'il a été viré? Il y a des allégations, mais il n'y a pas eu de preuves formelles de l'implication du Rwanda. Mais revenons à la situation. Depuis 2009, le Congo jouissait d'une relative paix, puisqu'elle n'était troublée que par les FDLR et éventuellement les Maï-Maï. Donc depuis 3 ans, il y avait la paix. Tout d'un coup, il y a la guerre dans l'est du Congo, qui a été commencée par le président Kabila, avec une armada de 20 000 personnes, etc. Est-ce qu'on doit, pour ça, mettre là-dedans, soi-disant, des pyromanes, les pays voisins comme l'Ouganda et le Rwanda? Ou est-ce, encore une fois, une fuite en avant? Chaque fois qu'il y a un problème au Congo, on cherche la cause ailleurs. Bon, d'accord. Et donc aujourd'hui, il est tout à fait normal que le Rwanda et l'Ouganda contribuent puisqu'ils ont été entraînés dans cette crise malgré eux. D'accord, Albert, restez avec nous. On va écouter enfin Patrick Mbeko. Patrick Mbeko, vous êtes l'auteur d'un ouvrage, cet ouvrage, le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé. Alors on y apprend un fait très peu évoqué dans ce dossier congolais, l'implication du Canada. Implication discrète mais forte quand même, et jusque-là le Canada était au-dessus de tout soupçon. Alors dans ce livre enquête, vous accusez clairement le Rwanda et les multinationales canadiennes de piller les ressources congolaises. Vous parlez, je vous cite, d'opérations concertées entre le Canada, les puissances occidentales et leurs multinationales par le Rwanda interposé pour dépouiller la RDC de ses ressources stratégiques, quitte à la démembrer en de micro-États. Comment avez-vous mené votre enquête et de quelles preuves disposez-vous? Mais bon, c'est une enquête qui a été quand même assez longue. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a quand même c'est un ouvrage très épais, 688 pages. Oui. Mais je suis quand même sur le plan scientifique, je me suis appuyé sur plusieurs rapports des Nations Unies, des rapports de l'ONG. J'ai eu aussi à discuter avec des témoins, des acteurs directs de la tragédie rwandaise et congolaise. Et donc, à tout ça, j'ai apporté mes analyses personnelles après avoir recoupé toutes les informations. Donc, c'est vrai qu'on parle très rarement du Canada. Et moi, quand j'ai commencé à enquêter, je ne pensais pas en fait découvrir tout ce que j'ai pu découvrir après, parce que j'avais une certaine idée de l'implication canadienne, mais je ne savais par exemple pas que le Canada était impliqué dans l'assassinat de Lumumba, que le Canada a pris part à l'invasion du Zaïre, même à la déstabilisation du Rwanda, du régime du président Juvenal Habyarimana par Kagame interposé. Et donc et on voit quand même le Canada à tous les niveaux, on voit les acteurs canadiens même quand il s'agit de laver Paul Kagame de ses crimes dans la région au niveau du TPIA, parce que c'est une juge canadienne, Madame Luzarbourg, qui a enterré une enquête des Nations Unies qui pointait Kagame dans l'assassinat du chef du président Juvenal Habyarimana et Cyprien Taryamira. Attentat considéré comme l'élément déclencheur du génocide, parce que ça, on ne parle pas souvent de ça. Si, on en parle beaucoup. Oui, mais en fait, on en parle, mais on occulte, c'est orienté. Il y a eu un large débat là-dessus. Oui, mais il y a eu des débats, mais ce sont souvent des débats qui sont très orientés, parce que quand vous discutez avec des enquêteurs, des gens qui étaient très impliqués dans le dossier, ils n'arrivent toujours pas à comprendre pourquoi 16 ans après ces faits, on continue de tergiverser sur les auteurs de cet acte terroriste. Voilà un peu. Et donc voilà. Mais pour aussi en même temps revenir au débat, parce que c'est très important ce débat sur la question de l'Est. Bien entendu, je partage l'avis de M. Ngbané qui dit qu'il n'y a pas de rébellion au Congo. Et juste encore un mot quand même sur le Canada, parce que dans votre livre, on apprend par exemple la première fois que on révèle ce fait-là, comment le Canada a participé à l'assassinat de Patrice Lumumba. Oui, en fait, en 1960, quand la crise congolaise a éclaté avec la sécession du Katanga, les Nations Unies ont déployé des troupes au Congo. Donc c'était la première mission des Nations Unies, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies au Congo. Il s'avère que le Canada aussi avait déployé ses troupes au sein de la mission, et les officiers canadiens occupaient en fait les postes les plus importants au niveau du quartier général des Nations Unies. Et ces Canadiens en fait servaient des yeux. Ils étaient les yeux et les oreilles des puissances occidentales. Mais enfin, ils servaient sous l'égide de l'ONU quand même. C'était pas au nom du Canada. Mais d'ailleurs, c'est très important, parce que dans le livre, je montre bien que l'ONU, la mission des Nations Unies, parce que je tiens à rappeler ici aussi que le concept de casque bleu est une création canadienne. C'est le premier ministre canadien, Lester B. Pearson,
qui avait évoqué ce concept pour la première fois dans la crise du Liban. Pourquoi est-ce qu'on a évoqué, pourquoi est-ce qu'on avait avancé ce concept? C'est parce que le Canada, qui est l'un des plus grands, pour ne pas dire le plus grand allié des États-Unis, avait compris qu'on pouvait utiliser une force en apparence neutre pour s'interposer, mais une force qui va quand même jouer le rôle de la défense des intérêts occidentaux, sans toutefois éveiller le soupçon quand même de l'Union soviétique. Guerre froide oblige. Et donc, c'est dans cette optique aussi que le Canada s'implique dans la mission des Nations Unies au Congo. Et qu'est-ce que l'ambassadeur russe aux Nations Unies dit quand le Canada accepte de déployer ses troupes au sein de l'ONU? L'ambassadeur russe, Vassili Kuznetsov, dit: le fait que le Canada ait déployé des troupes au sein de la mission des Nations Unies est en contradiction avec les recommandations du Conseil de sécurité, parce que le Canada est un membre de l'OTAN, au même titre que les États-Unis et la Belgique, les puissances qui se cachaient derrière la déstabilisation du Congo. Et je montre clairement que l'officier, d'ailleurs, qui va permettre aux hommes de Mobutu d'arrêter Lumumba lors de sa cavale, est un officier canadien des Nations Unies, le lieutenant-colonel Berthiaume. Donc c'est comme cela que le Canada s'est impliqué. En fait, le Canada jouait un peu le rôle de sous-traitant des puissances occidentales au sein de la mission des Nations Unies. On comprend très bien. On comprend très bien. Votre réaction quand même à ce que vous avez entendu des propos de Honoré Banda et de Albert Rudatsimburwa. Oui, je dirais d'abord qu'il n'y a pas de rébellion au Congo. Il s'agit d'une agression déguisée. Le M23, personnellement, je n'en parle pas beaucoup parce que nous avons eu le M23. Hier, c'était le CNDP, mais avant-hier, il y avait le RCD Goma. Et tous ces mouvements, ce sont des créations purement rwandaises. Et j'ai entendu Monsieur Rudatsimburwa dire que la crise découle des élections, mais c'est faux parce que la crise congolaise découle quand même de 1998. Lors 96 même. 96 même. Oui. Et puis après il y a eu ce qu'on appelle le remix en 1998. Donc dire que la crise découle des élections passées, c'est faire preuve, je ne peux pas prétendre qu'il fait preuve de mauvaise foi intellectuelle, mais je peux quand même... De myopie à tout le monde. De myopie volontaire. Et quand M. Rudatsimburwa remonte aux années 90 pour dire que le Zaïre était intervenu auprès du président Juvenal Habyarimana, je tiens quand même à dire que le Zaïre intervenait auprès d'un gouvernement légitime reconnu par la communauté internationale, comme il est de coutume partout. Ils sont intervenus contre l'Irak au Koweït. Et dans le cas du Rwanda, nous avons eu un mouvement rebelle venu d'Ouganda. Il était tout à fait normal pour le Zaïre, sur demande de ce gouvernement, d'intervenir. Et le Zaïre n'était pas seul. Il y avait la France et surtout la Belgique qui soutenait en coulisses, en secret, le FPR. Que pensez-vous de ce dialogue de sourds, où il y a effectivement un rapport, moi j'ai dit deux rapports, enfin bon, il y a deux rapports quand même qui ont été commandités, enfin un premier rapport par l'ONU, un autre qui venait confirmer le premier rapport, qui parle donc clairement de l'implication du Rwanda aujourd'hui dans le conflit dans l'est du Congo, démenti du Rwanda, démenti également du M23, le Kinshasa donc qui pointe du doigt le Rwanda, mais le lendemain en même temps, bon, Kinshasa est incapable d'apporter quelques preuves que ce soit. Dans ce dialogue de sourds, finalement, je veux dire, qui dit la vérité? Parce que il est évident aujourd'hui que, bon, voilà, pour tout le monde, que le Rwanda est impliqué dans cette partie, dans cette région de la RDC. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, quand il disait tout haut ce que certainement l'ONU pense tout bas, quand il a annoncé que finalement, bon, la solution c'était peut-être finalement le partage des richesses. Le partage des richesses, en fait, de céder cette partie du Zaïre, du Congo, au Rwanda, et que l'affaire serait ainsi réglée. Finalement, quand Albert Rudatsimburwa dit « Mon pays, le Rwanda, n'est pas du tout impliqué dans le conflit à l'est de la RDC », je veux dire, qui faut-il croire? Écoutez, je comprends quand même M. Rudatsimburwa, il faut comprendre qu'il joue ici le porte-parole de son gouvernement, c'est qui est tout à fait normal, il faut comprendre sa position. Mais moi, je n'aimerais pas seulement m'attarder sur les deux derniers rapports. Il existe des dizaines de rapports des Nations Unies sur l'implication du Rwanda dans la déstabilisation et le pillage des ressources naturelles du Congo. Donc, s'attarder sur un rapport ou deux derniers rapports, c'est juste, je pourrais dire que ce n'est pas approprié. C'est depuis 2001 qu'on cite le Rwanda, et pas seulement les Nations Unies, même les ONG internationales, Amnesty International, Human Rights, plusieurs ONG citent le Rwanda. Donc aujourd'hui, nous assistons en fait à ce que moi je considère comme un théâtre qui a commencé depuis belle lurette, qui se perpétue, mais souvent, un théâtre tragique. Un théâtre qui est très tragique, et on semble surtout oublier que cette guerre-là a des origines, que la situation actuelle n'est que la suite logique
d'une situation amorcée depuis plus de 10 ans. Et on oublie souvent qu'avec on compte Obama 5 millions de morts. Voilà, quand même, donc depuis, les 5 millions de morts ne datent pas seulement de ces 2 derniers rapports, mais ça fait quand même plus de 10 ans. Encore un mot, ensuite on écoutera Lucien. Juste un mot. Donc ces négociations aujourd'hui à Kampala, en Ouganda, un jeu de dupes. Jeu des dupes, parce que ce ne sont pas les premières négociations. Il faut remonter encore une fois, parce que c'est là le problème, c'est que dans le cas du Congo, nous avons l'impression d'assister à une histoire qui se répète tout le temps. Il y a quand même eu des négociations à Sand City, il y a eu Lusaka, et ça continue, et ça n'en finit pas. Pourquoi? Et ça, c'est très important. Parce que il se passe au Congo, c'est que les stratèges nord-américains appellent la stratégie du chaos. On entretient une instabilité. Puissance utilisent leurs marionnettes rwando-ougandaises eux-mêmes qui se pensent peut-être intéressantes mais qui ne comprennent rien en réalité, et il y a le chaos qui se perpétue, les multinationales continuent de piller et le Rwanda profite aussi pour avancer son agenda d'occuper une partie du Kivu, parce que Kagame l'a déjà dit clairement. Il faut lire le Wall Street Journal de août 1999, ou même dans les confidences que le patron des Nations Unies. Vous voulez dire que finalement l'Ouganda et le Rwanda sont des sous-traitants d'intérêts qui les dépassent? Mais ce sont les sous-traitants des intérêts qui les dépassent. À qui profite le chaos, quoi? Mais à qui profite le chaos? À leur maître, parce que la raison est qu'on vient de parler de Susan Rice. Si le Rwanda était le maître du jeu, pourquoi est-ce que Susan Rice s'est vertu-t-elle à bloquer des rapports? En fait, c'est ce que moi j'appelle l'anecdote du cochon et du maître. Donc le cochon est engraissé par le maître, le cochon fait l'intéressant, il dit mais mon maître m'aime beaucoup, il me nourrit, mais il oublie que le maître le nourrit parce qu'il va le bouffer plus tard. Patrick Mbeko, merci. Lucien Pambou, ensuite on écoutera Honoré Banda et Albert Rudatsing Boroua qui est avec nous depuis Kigali. Lucien. Oui, Francis, je vais remonter sur ce que dit Monsieur Mbeko. Il pose de façon très magistrale les problèmes, et je vais un peu aller au-delà. En effet, nous sommes là dans un espace politique où nous avons plusieurs acteurs qui s'entremêlent avec des objectifs complètement divergents. Le premier accusé, c'est le Rwanda, qui est accusé d'entretenir en effet la déstabilisation globale moderne de la RDC. Mais pourquoi? Simplement parce que le père de Kabila, Joseph Kabila, n'a pas été d'une certaine manière, a été reconnaissant, mais le fils Kabila, aujourd'hui aux affaires, ne l'est pas. Et donc, le Rwanda est en train de punir Kabila fils. Kabila fils a voulu s'autonomiser. Kabila fils n'a pas voulu payer son obol. Or, payer son obol, ça veut dire quoi? Ça veut dire livrer une partie du territoire minier congolais au Rwanda. C'était le deal de son père, Kabila, avec le Rwanda. Et vous avez un certain nombre de gens qui veulent qu'il y ait une partition de la RDC, qui est une république fédérale, et que cette partie orientale soit sous la responsabilité d'un féal qui, en fait, serait dominé par ces pays voisins. Et puis, allons plus loin, dépassons les analyses de M. Beko. Le problème, c'est que M. Albert et M. Banda ont tous les deux raison, mais ont raison de manière séparée. Alors, M. Albert, quand il dit le Rwanda, effectivement, n'est pas impliqué, il a parfaitement raison de le dire, parce qu'un État souverain qui serait impliqué dans une rébellion au vu et au su de tout le monde serait sur, effectivement, le banc de la communauté internationale. Et il a parfaitement raison. Sauf Vous voulez dire qu'il a raison de le dire? Il a raison de le dire, sauf que sur le plan de la tactique géopolitique internationale et des faits concrets sur le terrain, on voit très bien que si le M23 est parti de Goma parce qu'on lui a donné l'ordre de partir. Mais l'ordre de partir, pour quoi faire? Pour mieux mettre, d'une certaine manière, Kabila dans l'embarras. Alors, il s'agissait pas simplement de poser un problème, d'opérationnalité, un problème lié au fait qu'ils étaient pas bien intégrés en 2009. Ils ont posé le véritable problème. C'est le problème politique. On veut le départ, sans le dire. C'est moi qui vais plus loin, Kabila. Et je vais plus loin. Téléphone depuis Kigali, Albert Rudatsi Boroua, qui est directeur de la radio Contact FM. Patrick Mbeko, auteur de Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo par le Rwanda interposé, aux éditions chez Nègre, le Nègre éditeur. Et notre ami Lucien Pambou. Alors je dois signaler que Honoré Banda, président de l'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo, la Pareco, nous a quittés. Je sais pas pourquoi, enfin bon, bien parti. Lucien. Oui, Francis, donc, bon, là j'ai parlé du Rwanda.
On sait quelle a été la responsabilité, même Monsieur Albert dit le contraire. Il y a un certain nombre de rapports. Ah, Monsieur Banda est revenu. Qui le précise, très bien. Monsieur Banda est revenu, ça vous rassure, hein? Ah oui, alors Monsieur Banda étant revenu, voilà. Donc là, Monsieur Albert, j'ai dit pour le Rwanda, mais non, pour la RDC, bon, Monsieur Banda situe en fait l'intervention simple, les conflits politiques à partir de l'intervention du Rwanda. Non, mais non, depuis l'indépendance du Congo, la cession du Katanga, l'opération Kolwezi, les troubles. Le problème, c'est que le maréchal Mobutu Sese Seko avait des appuis internationaux et un certain nombre de conflits latents n'étaient pas toujours mis en évidence. Donc, je conclus en disant la chose suivante. Nous sommes en fait dans un territoire, un espace géopolitique où, en effet, les intérêts peuvent être quelquefois à un moment donné convergents et puis deviennent divergents. Et en fait, le véritable problème, c'est que nous avons en fait des États qui ont beaucoup de mal à dialoguer et à reconnaître l'intégrité territoriale des frontières des uns et des autres. Merci mon cher Lucien. Le grand débat, c'est aussi nos amis sur facebook.com/le grand débat. Beaucoup de messages. Suleiman Khan qui nous dit il faut que la RDC s'arme pour se prémunir des visées expansionnistes de ses voisins que sont l'Ouganda et le Rwanda. Et ça, c'est signé Suleiman Khan. Guy Otsemoranza qui nous dit pourquoi le Rwanda ne livre-t-il pas les criminels de guerre recherchés par la CPI comme Laurent Kunda et Bosco Ntaganda qui coulent des jours heureux, tranquilles au Rwanda. Marc Wessou, notre ami Marc Wessou, internaute historique du grand débat, qui nous dit je suis un peu partagé face aux déclarations de l'invité, c'est-à-dire vous, Patrick Mbeko, vous qui incriminez, dit-il, le Canada dans ce qu'il en RDC, pourquoi ne pas parler aussi du rôle positif du Canada dans le monde, dit Marc Wessou. Le Canada a toujours été un pays pacifique qui a toujours joué un rôle important dans le monde, dit Marc Wessou, qui est, il faut le préciser, au Canada d'ailleurs. Nous avons ce message depuis le Canada. Diertoka qui nous dit, je voudrais savoir si M. Mbanda est prêt à prêter main forte aux autres Congolais pour la sécurité du Congo. Kabila a compris, parce que jusqu'à preuve du contraire, y compris Kabila, parce que jusqu'à preuve du contraire, il préside le pays et signe les accords qui engagent le pays pour longtemps. Sob Edri Brice Agbo, qui nous envoie un petit clin d'œil et qui dit tout récemment, pendant que Goma était assiégé par les M23, on limogeait le chef d'état-major des FARDC, c'est l'armée congolaise, pour son implication dans un trafic d'armes, de vente d'armes à des milices qui les utilisent à leur tour pour piller et commettre des exactions sur les pauvres populations démunies de toute protection. C'est vrai, c'est une information très juste et vérifiée, bien sûr. Dierto K, enfin, qui nous dit, le journaliste rwandais Albert Rudatsimbourwa est le porte-parole de son gouvernement. Où est-il un analyste? S'il est le contradicteur de M. Mbanda, alors il aurait mieux valu l'opposer à un journaliste congolais, nous dit Dierto K. Je donne la parole justement à Albert Rudatsimbourwa. Albert, on arrive bientôt à la fin de l'émission, donc ça sera votre ultime propos, enfin une conclusion en tout cas. Bon, eh bien, le grand problème, je crois que c'est un débat qui me rappelle la période de la guerre froide quand on avait des tas de scénarios sur cette région-là, mais moi, je crois, Francis Alupo, je ne sais pas si vous avez vraiment lu le rapport, parce qu'il n'y en a qu'un, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un, il est final, il est en ligne, et ce serait bien que peut-être vous analysiez, que vous dites, ah, cette partie-là me convainc pas, là je peux voir vraiment la main du Rwanda dans la crise qui est là. Et je ramène simplement au fait. Comment est-ce que cette crise que nous avons aujourd'hui a commencé? Il suffit simplement de se rappeler de ça pour voir où on en est aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on doit aller à Kampala pour négocier. Et tout le reste, je crois que ce sont vraiment des spéculations qu'on peut-être vues à partir de Paris, mais ici, et effectivement je rappelle aussi à la personne qui l'a dit, je suis journaliste, mais je suis aussi analyste politique en fait dans la région et je suis depuis les années 90. Donc tout ça, je trouve que c'est de la spéculation sur le rôle, sur ce que les États-Unis, ce que le Canada pourrait faire. Ce sont des idées qu'on se fait. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'État au Congo et que la population subit le fait qu'il y a un non-État au Congo et que chaque fois qu'il y a un problème au Congo, on doit trouver en fait la faute ailleurs. Et aujourd'hui, c'est les Congolais qui se battent contre des Congolais. Le M23, c'est un mouvement congolais et qui est là et qui donc doit négocier avec le gouvernement central. À part ça, ce sont vraiment des spéculations. Merci mon cher Albert Rudatsimbourwa, merci et bonne soirée à Kigali. Merci infiniment. Nous avons accordé de votre temps pour participer à ce grand débat. J'espère qu'on aura l'occasion de vous inviter de nouveau dans cette émission. Merci infiniment. Honoré Mbanda, c'est à vous.
Bien, Francis, je suis au moins pour une fois, je suis d'accord avec le collègue, l'ami qui vient de parler à Kigali là-bas, votre correspondant à Kigali. Il a dit une seule chose avec laquelle je suis d'accord, c'est qu'au Congo il n'y a pas d'État. Mais qui nous disent pourquoi il n'y a pas d'État? Qui a fait qu'au Congo il n'y ait pas d'État? C'est parce qu'au Congo nous avons un représentant du Rwanda à la tête de l'État congolais. Et celui qui est aujourd'hui à la tête de l'État congolais en 1997, il était parmi les agresseurs. Il était dans l'armée du Rwanda sous le commandement de James Kabarebe, qui est aujourd'hui le ministre de la Défense. Et c'est celui-là qui aujourd'hui, avec le témoignage de tous les généraux qui conduisent la bataille au front, qui confirme que c'est lui qui donne les ordres pour désorganiser l'armée congolaise, pour empêcher l'avancement. Et de l'autre côté, c'est lui qui a fait entrer par le CNDP. Si tout à l'heure j'ai voulu rappeler l'historique, parce qu'on ne peut pas comprendre le présent sans l'histoire. Aujourd'hui, les généraux et les militaires de CNDP qui se trouvent sur décision de Kabila à la tête au sein de l'état-major général des FARDC à Kinshasa sont en train de donner des directives qui sont en train de livrer les secrets des fréquences de commandement, ce qui fait que toutes les armes et les chars que Kabila prétend acheter pour le Congo sont transférés par cette voie-là entre les mains des Rwandais qui sont au sein du M23. Je vous en prie, Honoré. Et moi qui vous parle, une conclusion, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. En tant que l'un des leaders congolais à rejoindre le M23. Très bien. Et quand ils m'ont sollicité, vous savez où est-ce que je devais faire la rencontre? C'était pas au Congo, c'était au Rwanda ou à Kigali. Donc qu'on arrête de nous raconter des histoires. Le problème est que le Rwanda aujourd'hui bénéficie de la couverture des lobbies américains. On a bien compris. En fait, il y a même des anciens premiers ministres européens qui sont des conseillers auprès de Kigali, qui sauvent et qui sauvegardent les intérêts de Kigali. Merci, c'est tout cela qui fait qu'on n'a pas de lisibilité dans ce qui se passe maintenant. Merci. Mais la responsabilité du Rwanda est clairement établie. Merci de ces éclairages, Honoré Mbanda. Merci d'avoir participé à cette émission. Un mot rapidement, mon cher Patrick Mbeko, rassurez-vous, parce que votre livre est très important, on apprend beaucoup de choses, donc on vous réinvitera, rassurez-vous. Oui, tantôt je parlais parce que j'ai vu qu'Albert... Vous avez 30 secondes. Aime bien le dernier rapport des Nations Unies, mais je veux juste rapidement lire un extrait du rapport des Nations Unies de 2001 qui dit ce continu de ces forces armées par des raisons de sécurité, alors que leur objectif réel à long terme consiste, pour reprendre les termes employés par le Bureau Congo de l'armée patriotique rwandaise, à se procurer des biens. Les dirigeants rwandais ont réussi à convaincre la communauté internationale que leur présence militaire dans l'est de la RDC a pour objet de protéger le pays contre les groupes hostiles qui se trouvent en République démocratique du Congo et qui, selon eux, se préparent activement à envahir le Rwanda. Le groupe d'experts a de nombreuses preuves du contraire. Et après, on nous montre... C'est la fin de l'émission. Il faut lire votre ouvrage, mon cher Patrick Mbeko. Le titre de l'ouvrage, Le Canada dans les guerres en Afrique centrale, génocide et pillage des ressources minières du Congo. Par le Rwanda interposé, c'est chez Nègre Éditeur. On peut le trouver dans toutes les librairies. Hein. Oui, pour l'instant, en France ici, nous sommes en pleine négociation avec les libraires et les distributeurs. En tout cas, si pour tout renseignement, les auditeurs peuvent nous envoyer un message sur facebook.com/le grand débat ou sur le site d'africa1.com à la rubrique Le Grand Débat. Merci beaucoup, Lucien. Bambou, c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici. Hein. Ben oui, Francis. Merci infiniment. Merci à Stéphanie Hartmann qui a préparé cette émission. Merci à Jérémy Boucher qui l'a réalisé. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous sur la radio africaine et prenez soin de vous. Africa. Retrouvez le Grand Débat 24h sur 24 en podcast sur le site www.africa1.com. Rubrique Le Grand Débat.